Et pour finir cette session, nous allons écouter Yulia Dima, qui est doctorante à l'université Sorbonne Nouvelle et à l'Institut de recherche Médias, Culture, Communication et Numérique, sous la direction de Catherine Rudan. Donc, nous avons déjà parlé de Catherine. Je profite de l'occasion pour la saluer et la remercier d'avoir fait partie du comité scientifique de ce colloque. Et malheureusement, elle n'a pas pu se libérer pour ces 2 journées, mais peut-être qu'elle nous regarde en visio entre ses occupations. Donc, Yulia travaille sur la vocalité dans le black metal, dans une perspective transdisciplinaire, et nous présente une analyse du chant hurlé et de ses rapports conflictuels avec le sémantisme et l'intelligibilité. Donc, on reste bien dans ces mêmes thématiques. Oui, merci beaucoup. Merci encore une fois aux organisateurs de ce colloque pour ce bel événement. Merci d'avoir accepté ma proposition. Une petite précision, parce que je suis en train de me rendre compte que cette biographie date d'il y a un certain moment. Travailler dans ma thèse sur la vocalité dans le black metal, c'était mon projet initial qui s'est réduit comme peau de chagrin au cours de l'événement et qui est devenu aujourd'hui un chapitre que je suis en train de rédiger. Donc cette communication est issue de ce chapitre qui porte, lui, sur la diversité des timbres vocaux utilisés dans le black metal, mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt une réflexion annexe qui s'est développée au fil de l'écoute de mon corpus d'analyse pour ce chapitre et que, voilà, je suis venue vous soumettre. C'est bon, on voit le diaporama, super. Alors, la question de la non-intelligibilité des paroles dans le chanté hurlé du black metal revient régulièrement chez des chercheurs qui s'intéressent à ce phénomène. Je cite Béranger Hainaut dans le style black metal, qui lui-même cite Essa Lilia. Les paroles du hurlé chanté du métal extrême sont difficilement compréhensibles, voire tout à fait inintelligibles. Pour percevoir dans le détail les thématiques occultistes, sataniques, morbides ou ultra-violentes abordées dans le métal extrême, l'auditeur doit consulter les éléments accompagnant la musique. Titre et pochette d'album d'une part, mais surtout livret joint aux enregistrements et présentant les paroles proférées par le vocaliste d'autre part. La question se pose également parmi les fans de black metal. Il n'est pas rare de l'avoir abordé dans les forums de discussion entre métalleux, parfois avec une pointe d'humour, comme voilà, je vous le montre à l'écran. Dans le titre de cette communication, je me suis également permis de faire un petit clin d'œil humoristique aux discours qui tendent à discréditer gentiment la significativité de cette musique qui, en apparence, ne met pas en valeur ses textes. Mais humour à part, le sujet est chargé, étant donné que nombre de travaux qui portent sur la voix en musique populaire s'intéressent aux interactions entre performances vocales et textes et aux effets de sens qui sont ainsi produits. Quelle écoute pour une musique dont on comprend peu ou pas les paroles ? Quelle significativité cette approche du chant construit-elle pour le black metal et comment s'en servir en tant que chercheuse ? Alors, je précise d'abord que mon corpus d'analyse a été constitué en fonction de son accessibilité. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Également, les remarques que je vais faire sont de nature principalement exploratoire, surtout en ce qui concerne l'utilisation de spectrogrammes pour l'analyse, à laquelle je suis en train de me former. Voilà. Pour commencer, Béranger Hainaut et mon collègue Eric Smialek, qui est présent aujourd'hui dans le public, évoquent tous les deux plutôt un spectre de l'intelligibilité, ce que j'ai également décelé de manière empirique au fil de mes écoutes. Et j'aimerais m'attarder dans un premier temps sur les paramètres de la performance vocale qui influent sur la compréhensibilité des paroles. 2 éléments de définition avant de commencer. D'abord, l'articulation qui désigne simplement la réalisation de phonèmes. La notion d'intelligibilité, elle, désigne plutôt la réalisation de ces phonèmes par rapport à un standard socialement accepté. Hop, alors, je me suis trompée. Voilà, je reste sur ça. Dans un premier temps, pour continuer donc dans cette direction amorcée par mes 2 collègues, j'aimerais m'attarder sur 2 exemples qui se situent, à mon sens, au pôle opposé de ce spectre de l'intelligibilité. Et une petite démonstration à l'aide de spectrogrammes que j'ai pu réaliser sur des enregistrements de voix isolés que j'ai trouvés sur Internet. Le premier exemple est un très bref extrait du morceau Dream House de Death Heaven, qui est un groupe de black metal atmosphérique. Donc je vous fais écouter ce petit extrait. J'espère qu'on va entendre. Bah, pas du tout. Ah, j'ai cliqué sur le truc, ouais. La sortie. Ouais, parce que ça a marché. Je pense, c'est peut-être sur. Ça a marché tout à l'heure, mais maintenant ça ne marche pas du tout.
Ouais, sinon ce que je peux faire, c'est que je peux également vous les faire écouter. Hop là. Ah, voilà. comme ça. Non, toujours rien. Je remets au début, désolé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le texte, très exactement, c'est « hindered by sober restlessness ». Donc, sur le spectrogramme, on observe très clairement que le style de chant de George Clark repose sur une forte modification des voyelles, puisqu'on entend et on voit principalement un A, qui est, je ne sais pas si vous voyez très bien le spectrogramme, surtout avec un formant F1 très visible autour de 1200 Hz, ce qui est d'ailleurs plutôt aigu par rapport à la plage standard pour une voix masculine, et un formant F2 qui est quelque part pas très facile à distinguer. En second lieu, des attaques parfois en I, notamment sur hindered, où la syllabe hin est réalisée par une diphtongue ya. Voilà. On peut voir sur le spectrogramme, vraiment au tout début, là, vraiment tout à gauche, un F1 pour le I qui commence vers 390 Hz, encore une fois plus aigu que la valeur standard, et un F2 vers 2100 Hz qui converge immédiatement vers les formants du A. Et enfin, une fin de mot en plutôt un E pour hindered, c'est-à-dire que le schwa de la deuxième syllabe, hindered, devient un E sur la fin, avec encore une fois des formants plus aigus que la moyenne, F1 à environ 1000 Hz et F2 quelque part vers 2000 Hz. Deuxième chose sur les voyelles, les diphtongues sont absentes de la prononciation, c'est-à-dire que by devient ba, sober devient sa ba. Voilà. En ce qui concerne les consonnes, elles sont plutôt audibles et visibles en attaque de syllabes, donc en attaque de scream, et quand elles sont sonores entre guillemets, c'est-à-dire qu'on entend deux plosives, le D de hindered, où on voit clairement un blanc, une coupure dans le spectre juste qui correspond au stop, et un B de by qui est très audible, mais qui est moins facile à distinguer sur le spectrogramme, simplement parce que en fait, les attaques se ressemblent beaucoup. Voilà. Et on a aussi une attaque en approximant sur restlessness, qu'on voit un petit peu ici. Voilà. Enfin, normalement, les syllabes elles sont vraiment en dessous de leurs attaques. En revanche, le L et le N dans restlessness, on ne les entend quasiment pas, et ils ressemblent énormément à la première attaque en R. Voilà. Donc, j'avance. Pour le plaisir, j'avance. Deaf Heaven est donc un exemple assez parlant d'un style de chant hurlé où les paroles sont inintelligibles à l'écoute simple, et même avec le texte sous les yeux, parce que phonétiquement trop éloigné d'une réalisation standard. A l'inverse, voici un extrait d'un titre de Dimmu Borgir, un groupe de black metal symphonique. Le titre s'appelle The Serpentine Offering. Hop. Voilà, je vous fais écouter également. Alors, est-ce que ça marche cette fois ? I am hatred, darkness and despair. Voilà. On voit déjà un spectrogramme beaucoup plus net, avec un deuxième formant clairement visible, contrairement à Deaf Heaven. J'ai, pareil, essayé de mettre les paroles pile en dessous de leur attaque. Déjà, en ce qui concerne la réalisation de voyelles, on constate tout de suite beaucoup plus de diversité, d'une part, et d'autre part, de proximité avec une réalisation standard. J'aimerais surtout attirer votre attention sur la belle visibilité de la diphtongue I en début, là. Le I devient ici un OI, plutôt, donc c'est un peu plus fermé. On distingue bien les deux voyelles, notamment le O avec un premier formant vers 730 Hz et un deuxième vers 1200, puis le glissement vers le I avec un F1 relativement aigu vers 380 Hz et un F2 vers 2400. La diphtongue A de hatred, que pareil on entend très bien, est moins visible sur le spectrogramme, mais très nette à l'écoute. Également, on voit très très bien certaines consonnes, et contrairement à Deaf Heaven, on remarque que Chagrat, le chanteur de Dimmu Borgir, prononce distinctement les consonnes, y compris en fin de syllabe, et pas seulement en attaque. Donc on voit bien le M de am, qui est un peu séparé, voilà, là on a une bande sur le spectrogramme, et le D à la fin de hatred, qui est carrément séparé du reste du mot, donc il devient une syllabe à part. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les D de Chagrat parce qu'ils sont vraiment très beaux, très caractéristiques des stops, et surtout celui de darkness qui coche toutes les cases. Donc on voit la grande netteté de l'attaque très précise avec une fine bande d'arrêt, le bruit y compris au-delà des 3000 Hz et de belles stries horizontales qui indiquent le voisement de la voyelle.
Donc ce qui est très intéressant avec cet exemple, c'est que visiblement... Non, on a terminé. Visiblement, le chant hurlé du black metal et une articulation proche du standard, c'est-à-dire fortement intelligible, ne sont pas mécaniquement incompatibles. Pour continuer, j'aimerais m'attarder un peu sur d'autres paramètres de la performance vocale qui peuvent impacter l'intelligibilité. Dans Inoa Satana d'Emperor, je me suis rendu compte que Ihsahn, le chanteur, prononçait le bringer of awe comme bringer of Ave. Voilà, awe devient Ave. Il a fallu que j'ai les paroles devant les yeux pour comprendre ce mot que je ne comprenais pas initialement. Dans la grande majorité des cas, il faut le dire, les chanteurs non natifs qui chantent en anglais parlent l'anglais plus ou moins couramment, mais il peut arriver occasionnellement ce genre d'erreur de prononciation qui peut entraver la compréhension. Ensuite, sur la question de la place de l'accent tonique et l'accent de phrase, qui est particulièrement importante en anglais, au point où un énoncé réalisé correctement sur le plan phonétique, mais avec un accent de mot ou de phrase pas au bon endroit, peut être mal compris. J'ai ces exemples tirés de Conqueror de Behemoth, où le mot catalyst est prononcé catalyst, et je vais trop vite, et l'énoncé rather than the perfection est prononcé rather than the perfection. Voilà. Pour rebondir sur l'exemple précédent, la question de l'accent se situe à cheval sur des questions de compétences linguistiques et des questions de composition. J'ai retranscrit le rythme de l'énoncé rather than the perfection of the fool dans son contexte, et on constate ici, à l'écran, vous pouvez voir, qu'il y a une phrase rythmique fixée pour ce vers et qui revient et qui fonctionne très bien sur le vers précédent, c'est-à-dire que les syllabes accentuées vont tomber sur des temps forts. Les accents de mots tombent bien là où il faut. Et les accents de phrases sur les mots dits à contenu lexical. Donc si les vers suivants sont mal accentués, c'est aussi parce que le même schéma rythmique est conservé et que cette fois, il fait tomber une syllabe non accentuée, normalement the, sur un temps fort, et pareil pour l'article the. Alors, une autre famille de paramètres. Quand je parle de prosodie du chant hurlé, je pense très exactement à la tendance qu'ont les chanteurs de black metal à prolonger des scrims en fin de phrase musicale, plus particulièrement pour mettre en valeur cette couleur vocale. Le corollaire de ce choix stylistique est que parfois il peut mener à un débit assez disproportionné en faveur de cette dernière syllabe, voire à la suppression dans la performance de certaines syllabes ou de certains mots pour privilégier un atterrissage en quelque sorte sur le scrim final. Ce phénomène peut également être intensifié lorsque le tempo est rapide, comme dans le titre d'Emperor Inoa Satana déjà mentionné. Donc, dans ces deux vers, ici, que je vais vous faire écouter ce que ça donne. Voilà. On distingue principalement les deux mots de fin de phrase, upon et strife, alors que whose disparaît complètement et hatred n'a plus qu'une seule syllabe. Non, voilà, toujours. Dernière famille de paramètres qui jouent énormément dans l'intelligibilité des paroles dans les titres de black metal, les choix de production et de mixage, que j'aborde en dernier, mais que j'aurais tout aussi bien pu aborder dès le début de cette communication. Si en effet les pistes de voix sont isolées, sont utiles pour essayer d'identifier des phénomènes acoustiques, ce qui importe en première instance, c'est ce que l'auditeur entend. Et ce que l'auditeur entend, c'est un ensemble instrumental avec un certain nombre de traitements sonores appliqués à la voix et au reste. Donc, je passe juste sur ce spectrogramme qui est généré à partir de la piste de voix de Dreamhouse que j'avais montrée sur Deafheaven en tout premier. Et cette fois, il y a la réverbération dessus. Donc déjà, on voit beaucoup plus de flou et de difficultés à lire que le premier, qui déjà n'était pas simple. Et ensuite, je vais vous faire écouter mes deux extraits d'exemples au spectre opposé de l'intelligibilité, tels qu'ils apparaissent sur leurs albums respectifs. Donc, dans un premier temps, Dreamhouse. Désolée, j'arrivais pas à arrêter. Donc sur le premier, on entend une voix qui est clairement derrière, noyée par les guitares. En fait, on distingue plus rien. Et sur le deuxième, je vais y arriver, c'est Put in Offering. Voilà, où la voix reste quand même très audible, malgré l'ensemble instrumental. Alors,
S'il y a une observation que j'aimerais vraiment retenir de tous les exemples que je viens de présenter, c'est que l'intelligibilité des paroles, encore une fois, n'est pas mécaniquement fonction du timbre particulier du chant hurlé, mais régulièrement corrélée à des choix artistiques. Donc les données perceptuelles de l'écoute musicale ont toujours une valence interprétative, un ensemble de significations privilégiées par le discours autour de cette musique. Dans un premier temps, et je m'appuie encore une fois sur les travaux de mon collègue Eric Smialek, la modification des voyelles telle qu'on a pu l'observer à plusieurs reprises est un ressort classique des chanteurs de black metal pour donner une couleur spécifique à leur timbre. En particulier, ces modifications visent à renforcer cette impression de timbre aigu propre au black metal, soit par le rehaussement du premier formant, que j'ai souligné à plusieurs reprises, soit par le recours à des voyelles qui ont des formants relativement plus aigus que les autres. Typiquement les A et les I de George Clark, qui sont assez typiques aussi du black metal atmosphérique de manière générale. Ces choix d'articulation produisent un chant qu'on pourrait presque qualifier de monodique. En outre, la place de la voix dans le mix, derrière les guitares, noyée dans la réverbération, lisse encore la ligne de chant, en gommant quasiment toutes les consonnes qui sont des formes d'aspérité, en fait, d'arrêt du flux vocal, qu'on aurait pu entendre autrement. Donc, ces particularités du chant dans Death Heaven sont interprétées par les auditeurs comme contribuant à conférer une dimension atmosphérique, rêveuse, magique ou encore planante, selon les critiques d'albums laissées par les utilisateurs du site Metal Archives. A l'inverse, une performance vocale comme celle d'Isan sur Inoa Satana, avec son irrégularité rythmique et prosodique, peut produire un effet, et là c'est juste une hypothèse interprétative de ma part, de dynamique et de puissance avec cette énergie périodiquement très marquée. Ensuite, à une échelle plus large, le black metal entretient un rapport particulier à la communication de manière générale et à la communication verbale en particulier. Certes, il faut parfois avoir recours au livret pour comprendre les paroles, mais il existe également des groupes de black metal qui refusent de les imprimer tout court, et je pense notamment à Gorgoroth. Un refus de diffuser les paroles des chansons est aussi un choix artistique, avec une significativité tout à fait polymorphe. Il y a d'abord une cultivation d'un certain mystère, d'une certaine opacité, mais sans doute également une forme de gatekeeping. C'est parce que le verbal est conçu comme une facilitation de la communication, comme une forme de transparence, qui constitue donc potentiellement une menace à l'égard d'une culture qui se veut underground, parfois élitiste et exclusiviste. Et je pense notamment à une très belle communication de Jérôme Guibert, dans laquelle il mobilisait la notion de société secrète de Georg Simmel pour qualifier la dynamique de certaines scènes black metal. Alors, un courant d'études universitaires très intéressant sur le black metal, qui est connu sous le nom de Black Metal Theory, offre une perspective très parlante sur le rapport du black metal au langage verbal. Et voici une traduction de la citation visible à l'écran, moi je vous lis le français. Il n'y a pas de possibilité de congruence entre le black metal et le discours académique, puisque l'enjeu principal du jugement critique est de prendre le black metal pour objet et le placer sous le feu des projecteurs, illuminer l'obscurité, placer un flambeau au cœur de la forêt obscure et braquer une lumière inquisitrice sur son visage blême. Selon Wilson, la noirceur du black metal n'est pas seulement une dimension thématique ou iconographique, mais une forme d'antirationalité qui prend le contre-pied de la clarté discursive. Cette citation, j'avance, me permet également d'amorcer une transition vers une instance particulière du langage verbal, qui est celle du discours académique, visé par Scott Wilson. Et plus exactement, elle m'amène à interroger ma démarche d'analyse et la manière dont cette démarche me positionne en tant que musicologue face à cette musique et face aux personnes qui la pratiquent et qui l'écoutent. Dans un premier temps, sur un plan très concret, c'est compliqué, voire très compliqué, de produire le genre d'analyse spectrale que je vous ai montré de la voix dans les enregistrements de black metal. Parce que la saturation du spectre sonore et la superposition des plages de fréquences dans lesquelles seuls les instruments est telle qu'on ne peut pas visualiser clairement la voix sur un spectrogramme dans un moment où tous les instruments jouent. De fait, mon corpus d'analyse est constitué exclusivement de titres que j'ai pu trouver en version multipiste sur Internet. Avant ça, j'avais essayé de me mettre en contact avec des groupes de black metal que j'avais envie d'étudier, ce qui m'aurait permis d'avoir un beau corpus constitué à partir d'autres critères que j'ai rien trouvé d'autre. Et j'ai pas réussi à obtenir une seule piste de voix par ce biais. Et j'aimerais juste mentionner 2 anecdotes. J'ai demandé à Alceste, un groupe qui chante en français, parce que je voulais avoir un groupe qui chante en français. Ils m'ont fait un refus à base de c'est compliqué, en fait on n'a pas les pistes, faut payer l'ingé son pour qu'ils les exportent, mais sinon demandez à un plus petit groupe. Et après, j'ai aussi contacté Winterfilleth, qui est un groupe de black metal atmosphérique anglais. Ils ont répondu à mon mail 5 minutes après que je l'ai envoyé, pour me dire « Oui, bonjour, nous ne collaborons plus avec des chercheurs parce qu'ils disent des choses sur nous avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Merci, au revoir. » Voilà. Ces 2 interactions montrent, à mon sens, que pour l'heure, ma position en tant que chercheuse est plutôt de l'ordre de l'intrus, dont le discours est indésirable, voire nuisible,
parce que je représente non seulement cette démarche de rationalisation, de dissection, de déconstruction d'une musique qui se revendique comme une expérience totale, c'est d'ailleurs ce qui implique une certaine acception de l'esthétique, qu'il y aurait une cohérence interne de l'œuvre particulière, mais en plus parce que je suis représentante d'une institution qui détient un certain savoir-pouvoir. Et donc pour terminer, je viens à la question des rapports sociaux que j'évoque sur cette diapositive, que j'aborde très brièvement par le biais d'une réflexion sur le langage, étant donné que je ne suis pas sociologue, mais toute réflexion sociologique sera très enrichissante pour moi. Dans le cadre de ma thèse, je suis partie du modèle théorique de l'interprétation de la lecture, en fait, de Jean-Jacques Le Cercle, qui est althussérien, et qui conçoit les actes de langage comme un jeu d'interpellation et de contre-interpellation. Donc ce modèle, il s'applique à la lecture ou à l'écoute en tant que réception d'un texte, un texte littéraire ou un texte musical, mais également aux interactions que j'ai eues avec ces musiciens et aussi à mon discours académique. Une analyse est une proposition de lecture qui, au minimum, assigne l'œuvre musicale au statut d'objet et éventuellement la fait entrer dans un cadre plus large de rapports de pouvoir et de rapports politiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour le black metal de minimiser, de tenter de minimiser, de refuser le discours verbal à tous les étages, à l'étage de l'œuvre, à l'étage des discours autour de l'œuvre et à l'étage du métadiscours académique. Alors, vraiment, c'est plutôt de l'ordre de l'hypothèse dans l'état actuel, mais il me semble qu'il y a une propension dans le black metal à chercher à s'échapper du langage comme paradigme de la mise en structure, ou plutôt la tendance à la mise en structure avec tout ce que celle-ci charrie d'enjeux sociopolitiques que nombre de fans de black metal clament haut et fort vouloir éviter. C'est la posture de réflexivité anti-réflexive analysée par Kate Kahn-Harris. Question. Est-ce que le langage musical, en particulier celui du black metal, est plus apte à offrir cet échappatoire dans l'idée où ce serait la translation vers le langage verbal, ce que moi je fais, qui signerait le moment de cette mise en structure sociopolitique? Est-ce qu'il existe, dans le black metal, dans la musique peut-être de manière plus générale, comme le suggère par exemple Nina Suneidsheim, un moment musical qui ne serait pas parfaitement alangagier, dans le sens où il y a des catégories perceptuelles qui sont quand même actives, mais dont l'épaisseur lui conférerait suffisamment de flou ou de souplesse pour rester pendant un temps, ne serait-ce qu'un temps, dans l'indétermination. Voilà, je me pose la question de manière très naïve, et je vous la pose également, et je serais très curieuse d'avoir vos réflexions sur ce sujet. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci beaucoup. Je vais peut-être tout de suite poser une première petite question. Donc je me demande si cette esthétique finalement recherchée de l'inintelligibilité, elle ne s'inscrirait pas dans une volonté, un petit peu comme dans le rap, de marquer une frontière entre un public initié et un public extérieur finalement, et rendre justement l'accès difficile à ce public extérieur. Et même pour le public initié, finalement, nécessiter une démarche de réflexion, une démarche de recherche pour pouvoir avoir accès à la compréhension du texte, une démarche de décryptage en quelque sorte, qui est imposée finalement au public, même au public fan, pour pouvoir vraiment comprendre et se distinguer de la foule des non-initiés qui n'ont pas accès finalement à l'intégralité du message. Merci beaucoup pour cette question. Je vais vous faire une réponse en 2 temps. La première, oui, tout à fait, exactement. Il y a une forme de gatekeeping, en fait, un terme que je traduirais par gardiennage d'accès, qui pose cette frontière entre initiés et non-initiés. Donc là, vraiment, on est dans la logique de cette société secrète, on est à l'intérieur du temple de la secte et on sait, et si on est à l'extérieur, on ne sait pas. Il y a une forme de capital sous-culturel qui peut être acquis, justement, à travers la connaissance de ces textes, à travers la connaissance de ces paroles et à travers la capacité aussi à distinguer mieux que les autres, parce que il y a aussi une question d'oreille qui se forme au fil du temps avec les écoutes, à distinguer les paroles. Je pense, je ne sais pas ce que vous avez entendu, moi je pense que je n'entends pas aujourd'hui comme j'entendais il y a 4-5 ans les morceaux de black metal. Mais en deuxième lieu, le décryptage n'est pas le but ultime, parce que justement, le discours qu'on retrouve très régulièrement dans les fans qui se posent la question de « mais comment on fait pour comprendre les paroles ?» c'est en fait on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, ça rajoute un petit plus, mais c'est périphérique, et ce qui compte, c'est l'expérience musicale. Ce qui compte, c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance, c'est... Voilà. Donc il y a aussi une résistance, en fait, délibérée à aller chercher le sens sémantique, à aller chercher le dictionnaire, en fait, dans les textes de black metal.
Voilà, je vous en prie. Alors les questions, allez-y. OK. Une question pour Yulia et aussi, excusez-moi pour la prononciation, Sanhyon. Sanhyon. OK. Est-ce qu'il y a un rapport philosophique entre les deux, black metal et punk? Un rapport de but peut-être, avec le désir de ne pas être compris? Quelque chose entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec le rapport entre les deux genres musicaux et leur philosophie? Je comprends bien, parce que justement, moi aussi, je vais parler de ça. Et dis-moi, j'ai raté mais, dans ta présentation, parce que j'ai vu une expression très intéressante, et je suis vraiment content de trouver dans ton résumé, en fait. Tu as dit justement l'intelligibilité des paroles chantées dans le Black Flag, dans une certaine partie qui est justifiée par le... ce n'est pas la communication ouverte, en fait, c'est plus personnel, l'ambiance, comme tu as déjà dit, mais c'est vraiment c'est justement cette communication ouverte, c'est là le motif de hardcore punk, en fait. Et c'est ça, c'est là, encore une fois, là réside le paradoxe du punk hardcore, parce que c'est déjà, ça commence par la communication ouverte, mais en réalité, dans la musique, on fait le contraire. Donc, c'est ça le paradoxe qui peut expliquer le punk hardcore en général. Et puis il y a que déjà musicalement le black metal a quand même emprunté beaucoup de choses au punk, notamment le blast beat. Voilà, initialement c'était fait par les punkeux. Que de manière générale il y a quand même beaucoup de contiguïté, de contamination dans toutes les esthétiques des musiques de musique populaire, pop music. Il y en a d'aucuns qui disent que les black metalleux c'est des punks qui s'ignorent, mais c'est aussi des gothiques, mais en fait c'est aussi des romantiques noirs, mais en fait c'est aussi des hippies, mais un peu plus sombres. Enfin, je sais pas si voilà, il y a des domaines de recouvrement, en tout cas certains des esthétiques de ces deux genres qui sont des recouvrements de nature historique, de nature juste de contexte musical dans lequel on baigne. Enfin, on peut pas être complètement étanche à tout ce qui se passe musicalement autour de soi. Aussi, je me permets de... Non, je vais ajouter dans ce sens-là, parce que je parlais en effet du nihilisme, ou le nihilisme comment on peut trouver sur la même structure temporelle de la musique. En fait, en général, je me permets d'un peu schématiser, quelle est la différence entre très simple, la question simple, comment distinguer le punk rock et heavy metal, comme les étudiants demandent surtout. Je dirais, je te donne un seul mot très simple. Ambition. Il y a une ambition temporelle, il y a une ambition, sans parler d'idéalisme, ambition toujours qui conduit une évolution temporelle et évolutive dans le métal. Même si grindcore, sauf le grindcore, même si black metal aussi. Mais par rapport à ça, le punk hardcore, c'est pas seulement la durée de la chanson est courte, il n'y a pas de sensation, en fait, c'est ça que reflète. Il n'y a pas de dispositif immédiat, intermédiaire, il n'y a pas de climax, il y a un développement, c'est juste sur le temps, sur le moment où on a parlé, tout ce que doit être dit, c'est la fin. Donc, dans ce sens-là, on peut distinguer deux tendances, mais d'autre part, comme l'a déjà dit, black metal est aussi très influencé dans les années 80, hardcore punk ou de D-beat, bien sûr. Mais il y a une chose, en effet, Bérangère, non? Oui. Ouais, il a bien mentionné dans son livre-là, utilisant ce mot stase. Donc, surtout, on pouvait retrouver dans la voix de black metal et aussi la guitare. Donc, par rapport à d'autres genres de métal extrêmes, death metal ou progressive metal, black metal, il y a la guitare électrique qui donne plutôt une sonorité très stabilisée. Donc il n'y a pas d'articulation évolutive, progressive qu'on peut trouver dans le rock en général, ou même métal, les autres métals. Donc c'est ce qui se passe en fait.
le punk hardcore, un peu plus une tendance un peu radicale punk hardcore, qui va être évolué un peu sous l'influence heavy metal justement en tant que grindcore, ce genre-là. Donc hardcore punk aussi. Bien sûr, la sonorité n'est pas la même, c'est ce que je veux dire, mais il y a beaucoup moins de tendance, articulation progressive, évolutive, une stade, ça. Ma question va directement suivre justement ce commentaire. Je me demandais très naïvement, Yulia, si il n'y avait pas simplement une corrélation entre degré d'intelligibilité du texte et recherche d'un wall of sound. Alors c'est peut-être juste à cause de la différence de... le corpus ici étant de 2 chansons, c'est difficile d'arriver à des conclusions. Mais en comparant les 2 chansons, j'ai beaucoup plus eu l'impression justement d'une recherche d'un pur wall of sound continu sur la première où le texte était inintelligible, que sur la deuxième où, malgré tout, notamment le mixage de la batterie, fait que on a des trous, on n'est pas sur une pure surface, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus justement articulé. Et je me demandais si la question justement de l'intelligibilité du texte n'était pas purement corrélée à cette question-là. Oui, parce que le wall of sound, en fait, fait partie des choix stylistiques qu'on trouve dans certains pans du black metal, mais qui n'est pas systématique. Donc, effectivement, dans le black metal atmosphérique, de manière générale, il y aura un côté lisse, du coup, justement, de stase, de bruit blanc que Béranger va décrire, où la voix a une place très particulière qui est au-dessus, derrière, et du coup qui fait une espèce de chapeautage lointain. J'ai lu une critique sur cet album de Def Heaven. Un auditeur disait mais on a l'impression qu'il est dans une autre pièce en fait quand il chante. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, et effectivement c'est ce que j'essayais de montrer aussi en remettant la voix dans son contexte, qu'il n'y a pas que le type de chant black metal. C'est pas seulement parce qu'il hurle en fait qu'on l'entend pas. C'est parce qu'il est noyé effectivement dans cet environnement sonore-là. Et tu as mentionné les questions de production. Justement, il y a certains, pour le peu d'expérience que j'en ai, il y a certains styles de black metal où c'est pas un bon disque si le disque est bien produit. Ouais. C'est censé sonner comme si c'était enregistré sur un porte-à-studio cassé. Ouais. Et donc, avec un seul micro dans la pièce et tout le monde est à 5 mètres du micro. Ouais, c'est ça. Et le micro, il n'est pas de très bonne qualité. Éventuellement, c'est un truc que tu as acheté à Toys R Us. Et voilà. Exactement. Oui, ça fait partie en fait des directions qui sont prises. Du coup, je te laisse, je te laisse en parler si tu veux. Je précise juste entre parenthèses que tout ce qui est question de production, de captation du son et de mixage. Je suis un peu mauvaise à ça, c'est-à-dire que je vais me documenter auprès d'ingénieurs du son, je leur fais écouter le truc, je leur dis parlement s'il te plaît, mais j'ai pas une écoute qui est très fine à cet endroit-là, par ailleurs, voilà. Donc, désolée, mais Charlène voulait dire quelque chose. Non, je voulais juste dire effectivement que c'est entièrement juste ce que tu dis, Antoine, puisque le groupe que Yulia a fait écouter avec les paroles les plus intelligibles c'est un groupe qui s'est fait détruire par la critique dès la fin des années 90 parce que ça devenait beaucoup trop compréhensible en fait. Le son était beaucoup trop clair, beaucoup trop de qualité. En plus, il y a un orchestre symphonique, oh mon Dieu, musique savante. Et d'une manière générale, en fait, il y a beaucoup de questions qui ont une réponse qui est beaucoup plus sociologique sur la volonté d'être underground du black metal qui à la base vient pas d'une volonté mais qui l'est devenu très 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 rapidement. À la base on est sur la fin des années 80, début des années 90 avec des pauvres gars de 18 ans qui font de la musique tout seuls dans leur chambre avec les moyens qu'ils ont, puis c'est devenu une esthétique très vite. Et faire une musique qui est intelligible et compréhensible, c'est prendre le risque d'être compris. Et ça, ce serait déposséder ces personnes-là de leur capital subculturel. Et qu'est-ce qui leur resterait
en fait. Et par ailleurs, j'aimerais aussi rajouter que autant Dimmu Borgir se sont fait vraiment descendre pour ces choix-là, mais Death Heaven aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui vont dire oh là là, c'est produit avec les pieds quand même, hein. Alors que ça rentre parfaitement dans les critères du black metal. Bah oui, en fait, c'est censé être moche. Enfin, en tout cas, il y a une, il y a une tendance à une production qui s'appelle lo-fi. Voilà. On est en retard, c'est ok. Jusqu'à une demi-heure de retard, on va dire. C'est normal. Je fais vite alors. Merci beaucoup pour les 3 présentations. En fait, c'est la question de Céline sur laquelle j'aimerais rebondir. C'est cette notion de fracture entre initié et non initié. J'ai l'impression que c'est pas que dans le black metal. Je me considère quand même semi-initié en opéra et pourtant je vais être incapable sans les paroles de comprendre même un opéra en français, quoi. Et donc la vraie question, ça serait qu'est-ce qui distinguerait cette cassure spécifiquement dans le cadre du black metal par rapport à d'autres fractures dans d'autres styles. Est-ce que on verrait pas plutôt un système de pyramide à marche, c'est-à-dire qu'on est toujours plus trou que quelqu'un d'autre. Voilà, enfin si t'es pas allé acheter tes cassettes par correspondance si tu les as pas eu par correspondance dans les années 90 parce que t'habitais au Brésil et que t'étais pen pals avec un mec qui habitait en Norvège, ou si t'es pas allé à Helvete, à l'époque où ça existait, est-ce qu'on peut dire vraiment que t'es un vrai black metaleux de la... Enfin, tout ça pour dire que les critères varient et que ce qui distingue, à mon sens, le gatekeeping, c'est une... They're vocal about it. Enfin, ils le font savoir, en fait, qui considèrent qu'ils dessinent un certain capital subculturel. Mais de toute façon, c'est une attitude une posture plutôt qui est assez fréquente dans la scène. Et de manière générale, moi, ce que je vois plutôt, c'est qu'il n'y a pas... en fait, c'est très difficile de mettre les black metaleux d'accord. Les métalleux de manière générale. Il n'y a pas de centre à tout ça, en fait. Il n'y a pas de cercle intérieur qui est plus, universellement... Il n'y a pas une hiérarchie sociale définie, mais il y aurait quand même cette... disons que c'est une dynamique. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme, parce que là, pour le coup, c'est une question sociologique. Moi, je suis assez... encore une fois, je ne suis pas sociologue, donc je vais laisser... en fait, c'est beaucoup de considérations extra-musicales qui permettent de faire la différence là-dessus. Enfin, si je recite Keith Canary, ce que tu as cité tout à l'heure, qui est sociologue du métal extrême, lui, justement, il fait une différence entre les 2 grands genres du métal extrême, qui sont le black metal et le death metal, où il explique que dans le black metal, cette volonté underground, elle va se voir dans beaucoup de signifiants extra-musicaux. À commencer par la volonté d'avoir un logo qui est parfaitement illisible, parce que seuls les vrais savent. Là où le death metal va plus vite, signer en major, avoir un son qui est plus clair, avoir un logo qui est compréhensible, etc. etc. Et justement, si on doit reprendre la distinction que tu faisais avec l'opéra, qui a aussi, sous d'autres formes, mais ces formes d'exclusivité, on reste entre nous, il faut pas trop que le reste du monde le sache, parce que sinon on n'est plus une élite. Parce qu'il y a cet élitisme en commun aussi avec le black metal, qui se considère vraiment comme une élite à beaucoup de points de vue. Et c'est on le sait par articulation de pratiques sociales qui sont mises ensemble et qui mettent ensemble du musical et de l'extra-musical. Merci beaucoup, super intéressant.